On va pouvoir démarrer cette conférence. Cézanne, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je ne sais pas si tout le monde était là ce matin. Il y en a peut-être qui nous ont rejoints dans le courant de l'après-midi. Cézanne, service de santé numérique. Et vous allez découvrir pendant cette conférence la plateforme Via Trajectoire. C'est un service public qui propose une orientation personnalisée dans le domaine de la santé. Donc, nous aurons tout à l'heure une démonstration concrète de 2 modules usagers professionnels. Avec Élodie Raymond, qui est chargée de mission Cézanne pour Trajectoire Handicap, avec le docteur Laurence Luquel, qui est médecin-chef d'un hôpital gériatrique dans l'Essonne et référent médical au centre Cézanne. Nous entendrons aussi tout à l'heure le point de vue sur cet outil de Véronique Bacle, qui représente la mission départementale de l'autonomie des Yvelines, et Karine Gonnet, coordinatrice secteur établissement personnes handicapées au conseil départemental du 78. Mais je vous propose d'abord d'écouter ce que nous en dit l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est Christine Vuillaume, responsable du département autonomie à l'ARS 78, qui va nous raconter comment cette plateforme Via Trajectoire est arrivée jusqu'à nous, le contexte de la commande de l'ARS, les objectifs pour les professionnels. La parole est à vous. Vous avez donc le droit d'enlever votre masque. Oui, vous pouvez venir au pupitre, absolument. Vous pouvez enlever votre masque et tous les micros sont désinfectés. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense. Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici. Je vais tenter de ne pas être trop longue. J'ai vérifié, logiquement, ça tient 10 minutes. C'est bien. Voilà. Donc, tout a commencé en 2003. Via Trajectoire, qui est un outil Internet sécurisé d'aide à l'orientation dans le champ du sanitaire et dans le champ médico-social, a été créé par les Hospices civils de Lyon dans l'idée de fluidifier les filières entre la MCO et le SSR. L'outil s'est par la suite répandu sur toute la région Rhône-Alpes et a fait ses preuves. Il s'est développé ensuite dans d'autres régions, et notamment en Île-de-France, où l'ARS a décidé de le déployer à partir de 2009. Puis, fort de l'expérience du sanitaire où l'outil est utilisé dans plus de 80% des transferts MCO, SSR, je crois, un module grand âge a été mis en place à partir de 2015 en Île-de-France. Ce module permet de rechercher une place en EHPAD, USLD ou en résidence autonomie et offre une visibilité en temps réel des demandes à traiter, ainsi que la mise à jour des listes d'attente. Il permet d'accompagner une personne âgée dans sa recherche d'établissement d'accueil jusqu'à son admission réelle. Son intérêt est en fait qu'il intègre un annuaire exhaustif de l'offre publique et privée par ressources recherchées et par localisation. Annuaire qui permet une aide à l'orientation via les critères renseignés dans le dossier en fonction des besoins médicaux de la personne. Intérêt aussi, c'est qu'il existe un dossier unique CERFA pour la personne. Il permet aussi la coordination des acteurs que sont les usagers, que sont l'usager, le PAT, le médecin traitant, le gestionnaire de Camaya, les établissements sanitaires, et j'en oublie bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Donc des acteurs qui interviennent tant dans la constitution du dossier que dans son suivi. Cette mise à jour des listes d'attente du module grand âge est une nécessité pour l'amélioration et la fluidité du parcours des personnes handicapées dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous. Je fais un rappel, ne soyez pas surpris. La mission « Une réponse accompagnée pour tous » vise à mettre en œuvre les préconisations portées par le rapport « Zéro sans solution » qui a été remis par Denis Piveteau en juin 2014. L'article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé apporte un fondement législatif à la démarche et organise la possibilité pour les MDPH et les personnes ou leurs familles de co-construire avec les établissements et les services, ainsi que les financeurs, un plan d'accompagnement global que l'on appelle le PAG. Ce plan d'accompagnement consiste en une combinaison de réponses permettant d'accompagner une personne qui se trouverait sans solution adaptée ou en risque de rupture de parcours. Cette démarche implique la mise en mouvement de l'ensemble des acteurs, conseils départementaux, MDPH, ARS, éducation nationale, gestionnaires d'établissements médico-sociaux, afin qu'ils s'organisent et se coordonnent pour construire de façon collaborative, avec les personnes ou leurs familles,
des solutions d'accompagnement. J'arrive au point qui nous concerne. La démarche se décompose entre 4 axes de travail complémentaires, dont notamment l'axe 2, le déploiement d'une réponse territorialisée et plus précisément le chantier numéro 4 de cet axe 2, qui vise la mise en œuvre d'un répertoire de ressources. L'autre axe important, l'axe 4, l'accompagnement au changement des pratiques, dont le chantier numéro 2, qui vise à outiller les MDPH par un système d'information permettant de suivre les orientations. Nous voyons donc ici que le système d'information est un enjeu fort pour le déploiement de la démarche réponse accompagnée pour tous, en permettant de suivre la mise en œuvre des orientations dans le contexte de la réponse accompagnée, de faciliter les parcours des personnes en situation de handicap et permettre au MDPH de mieux connaître l'offre disponible, de mieux connaître et réguler l'offre médico-sociale pour les ARS et les conseils départementaux, et de proposer un outil interfaçable avec le système d'information des MDPH. En Île-de-France, le choix a été le suivant. Via Trajectoire étant déjà déployé dans la région dans le champ sanitaire et du grand âge, l'Agence régionale de santé Île-de-France et les départements franciliens se sont donc tournés vers la solution Via Trajectoire pour couvrir ainsi les 3 champs dans une logique de parcours. D'autant plus que Via Trajectoire répond actuellement, je crois, à 90% du cahier des charges national de la CNSA, et la maîtrise d'œuvre de l'outil collabore étroitement avec la CNSA pour être en conformité complète avec le référentiel national, ce qui permet ainsi de déployer rapidement la solution. Le délai prévisionnel par département a été estimé à 16 mois. C'est ça, pour le déploiement du système d'information à compter du démarrage des travaux. Donc les départements 78 et 77 ont été, je crois, vous me corrigerez, les premiers à se lancer dans l'opération. La mise en place de ce projet a engagé la délégation départementale de l'ARS, le conseil départemental des Yvelines, la maison départementale des personnes handicapées et le GCS Cézanne, qui a été désigné maître d'ouvrage par l'ARS. Elle mobilise aussi l'ensemble des directeurs et professionnels des ESMS, car sans eux, l'outil ne sera pas efficace, et qui interviennent bien sûr dans le processus d'admission, ce qui fait environ 180 établissements médico-sociaux pour le handicap. Voilà. Afin d'avoir une visibilité complète et fiable sur l'offre de santé, SSR et médico-sociale, les 3 modules SSR, PA et PH de Via Trajectoire sont entièrement interopérés avec le répertoire opérationnel de ressources, le ROR, qui est donc le référentiel régional de l'offre de santé. Quel a été le calendrier de mise en œuvre du système d'information suivi des orientations en région Île-de-France pour les Yvelines? Le 19 janvier 2017 a eu lieu une réunion régionale de lancement. Au premier semestre 2017 se déroule une réunion départementale de présentation de la solution Via Trajectoire. En juillet 2017, co-signature entre l'ARS et la MDA des Yvelines de la lettre d'engagement. 3 phases principales sont ensuite lancées. Une phase de redéploiement avec le paramétrage du logiciel métier MDPH et la mise à jour du répertoire finesse des ESMS. Cette phase-là dure de février à juillet 2018, je crois. Une phase d'installation et de déploiement, avec l'information et la formation des directeurs et des équipes d'établissements médico-sociaux au renseignement du ROR handicap et Via Trajectoire handicap. Cette phase a duré du mois d'août au mois de décembre 2018. Voilà. Il est important de maintenir à jour cet annuaire. Pour cela, le conseil départemental et l'ARS doivent veiller effectivement et travailler conjointement à la vérification et à la fiabilisation régulière des informations figurant dans l'annuaire, à l'occasion notamment de visites de conformité, au moment de la négociation des CEPOM, au moment des dialogues de gestion avec les établissements médico-sociaux. Ça, c'est un élément effectivement qu'il faut qu'on développe encore plus. Autre phase, la phase de mise en production, avec la formation des équipes MDPH et des établissements médico-sociaux à l'outil de suivi des orientations, qui a, je crois, duré de février à avril 2019. Et fin juin est enfin présenté le module observatoire. J'en arrive au module usager. Donc, après le Lot et Garonne, la Creuse, la Corrèze et les Pyrénées-Atlantiques en 2019, le module usager va être développé dans le 78,
qui est aussi, je crois, département pilote pour la région Île-de-France. La crise a quelque peu ralenti le développement du module usager, mais nous y sommes. Les usagers, effectivement, doivent avoir accès au suivi de leurs décisions d'orientation émises par la CDAPH, leur permettant d'accéder à l'annuaire des établissements et services médico-sociaux sur le territoire national, de faire une demande dématérialisée auprès des ESMS dans le respect de leurs décisions d'orientation, de suivre aussi l'avancement de leur admission. Je vais donc laisser la parole aux prochains intervenants, mais insiste sur le fait que pour l'ARS, le CD et la MDPH, Via Trajectoire est vraiment un outil qui doit contribuer à la fluidification du parcours de santé et donner de la matière pour alimenter le diagnostic des besoins dans le cadre du parcours de santé. Même si, comme tout outil, il peut être amélioré, adapté, via notamment les remontées du club utilisateur, il est fortement porté par l'ARS, le CD et la MDPH. Avec le ROR, il figure désormais systématiquement parmi les objectifs des CEPOM que nous passons désormais avec tous les organismes gestionnaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christine Vuillaume. Vous êtes parfaite, précisément 10 minutes. Bravo, je vous remercie. Vous pouvez déposer votre micro. Je vais appeler maintenant du coup. Alors, vous pouvez aussi redescendre par ici et aller vous passer un petit coup de gel hydroalcoolique sur les mains. Et puis, je vais du coup maintenant appeler nos quatre intervenantes suivantes, Élodie Raymond et Laurence Luquel, qui vont donc nous faire une démonstration des deux modules usagers et professionnels dont a parlé Christine Vuillaume. Véronique Bacle et Karine Gonnet, dont on entendra aussi tout à l'heure le point de vue. Et pour ma part, je vais m'installer juste à côté de vous. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors, je vous en prie, mais c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'être là. Du coup, Élodie Raymond, vous allez nous montrer un petit peu voilà, en quoi consistent ces modules, à quoi ils servent, comment ils sont constitués, qu'est-ce qu'on peut en faire. On vous écoute. Alors, du coup, normalement, pour vous faire une présentation un petit peu plus fluide et que ça soit un peu plus lisible pour tout le monde et intelligible, il y a une présentation qui doit s'afficher, un petit support, voilà, parfait. PowerPoint. Donc pour vous présenter ces deux modules, alors on va faire un focus sur les modules usagers plutôt que sur les modules professionnels, même si on reviendra rapidement sur les fonctionnalités des deux modules pour les professionnels en établissement. Donc déjà, on va commencer par se présenter. Qui sommes-nous? Le GCS Cézanne, je ne sais pas si tout le monde nous connaît. Donc on est un groupement en fait, régional d'appui au développement de la e-santé. Donc on travaille uniquement en Île-de-France. On est l'opérateur en fait, de l'ARS pour la mise en œuvre de tous les systèmes d'information, donc que ce soit en déploiement ou en développement, sur la région Île-de-France. Donc effectivement, aujourd'hui, on va principalement vous parler de Via Trajectoire, mais il faut savoir que nous déployons aussi d'autres solutions, des solutions de coordination régionale, telles que l'outil Terrisanté, des plateformes d'imagerie, comme l'outil S-Prime, ou des plateformes aussi de télémédecine avec Hortif, donc, qui permet de faire de la téléconsultation. Et aussi effectivement des référentiels régionaux, puisqu'on a parlé du ROR, donc le répertoire opérationnel des ressources, qui n'est pas qu'un vaccin. Mais du coup, on a effectivement différents outils au sein du Cézanne, différentes solutions. Tout ça piloté par l'ARS Île-de-France dans ce déploiement-là. Donc on agit au service de nos membres, qui sont aussi bien les établissements que les professionnels de santé, pour les aider dans ce déploiement. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition des solutions et des services pour outiller les professionnels de santé, mais on entend santé au terme large, on parle aussi bien du secteur sanitaire que du secteur médico-social ou des professionnels libéraux. Merci. Est-ce que, docteur Luquel, vous voulez vous présenter aussi, tant qu'on y est? Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est vous. C'est bon. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis donc médecin gériatre, responsable d'un établissement spécialisé en gériatrie dans l'Essonne Nord.
J'exerce depuis plus d'une dizaine d'années au sein du GCS Cézanne en tant que référent médical pour embarquer globalement les professionnels de santé ou médico-sociaux dans la grande aventure de la e-santé et essayer de démontrer globalement que c'est un plus et que c'est pas encore un outil qui va donner du travail et servir à rien. Donc je suis un peu l'ambassadrice des outils et j'ai donc beaucoup contribué au départ au module via trajectoire, effectivement, comme on vous l'a rappelé, dans le module sanitaire, orientation MCO et SSR, mais aussi au module grand âge. Merci pour cette présentation. Alors, Élodie Raymond, on va rentrer dans le détail. Alors, sanitaire, grand âge, handicap, on commence par quoi? Tout à fait. Alors, comme ça a été évoqué lors de l'introduction par Madame William, Via Trajectoire est un outil Internet sécurisé. C'est pas un logiciel à installer, c'est vraiment un outil qui est facile d'utilisation et qui s'est déployé dans 3 champs. Donc, en premier lieu, c'était le champ sanitaire, donc vraiment pour permettre l'orientation à partir du MCO, donc médecine, chirurgie obstétrique, vers les soins de suite et réadaptation, mais aussi maintenant l'hospitalisation à domicile, donc qui s'adresse principalement aux établissements de santé et aux médecins libéraux, avec des perspectives d'ouverture à d'autres secteurs tels que les SIAD, d'autres établissements à venir. Puis, alors ça c'était il y a déjà un petit temps maintenant, puis le deuxième module qui a été développé, donc ça a été le module grand âge. Donc là, avec une particularité par rapport au module sanitaire, puisque en plus de l'espace professionnel, c'est développé également un espace usager pour permettre aux familles et aux personnes de pouvoir dématérialiser, c'est ce qu'on vous présentera dans une vidéo par la suite, leur demande d'admission en EHPAD ou en résidence autonomie avec le CERFA réglementaire qui va se retrouver directement dans l'outil. Donc vraiment d'avoir la démarche entièrement dans le module grand âge. Et depuis plus récemment, du coup, en Île-de-France, puisque les travaux ont commencé en 2017 pour l'Île-de-France, nous déployons le module handicap, donc là qui s'adresse aux établissements et services médico-sociaux du secteur, également au MDPH et aussi à l'ARS et au conseil départemental pour la partie observatoire, mais qui répond vraiment à l'instruction de septembre 2016 pour le suivi des décisions d'orientation et qui s'inscrit dans un programme, donc le programme Réponse accompagnée pour tous, Et ce module, comme le module grand âge, intègre en fait un portail pour les personnes et leurs familles pour pouvoir suivre leur suivi d'admission dans les établissements une fois que la CDAPH a émis sa décision. Pour passer d'un module à l'autre, sur la page d'accueil de votre portail, on clique handicap ou grand âge, ou c'est en fonction du login qu'on utilise pour entrer dans le dispositif? Alors, lorsqu'on est professionnel, on a un login pour se connecter qui va donner, avec des habilitations, accès soit à tous les modules, soit à l'un ou à l'autre. Pour les usagers, il y a effectivement 2 espaces qui sont tous les 2 situés, je vous le montrerai juste après, sur la page d'accueil de Via Trajectoire et qui permettent de se connecter. Je pose les questions trop vite, j'ai envie de savoir. Je vais revenir un petit peu, je vais passer l'animation, c'est pas très important, mais je vais revenir un petit peu sur les fonctionnalités qui sont communes, puisque ce module, donc Via Trajectoire, quels que soient les modules, a été développé selon des grandes fonctionnalités qui sont communes. Donc on a un petit peu regroupé ces fonctionnalités qui sont à destination des professionnels, même si aujourd'hui on ne fera pas de démonstration pour les professionnels sur les modules, puisque maintenant ils commencent à un petit peu connaître dans les Yvelines et puis dans le 92. Mais on a un petit peu regroupé ces grandes fonctionnalités qui sont communes au module grand âge et au module handicap. La première fonctionnalité, c'est une fonctionnalité d'annuaire. Donc cet annuaire, il va être interfacé avec le répertoire opérationnel des ressources pour la partie handicap, et ça va être également le cas pour la partie grand âge. En fait, qui va permettre de retrouver des critères qui vont être pertinents pour l'aide à l'orientation des personnes dans les établissements. Sur le module en grand âge, la particularité, c'est que l'annuaire est également interfacé avec le portail de la CNSA, qui permet d'avoir une interface sur les tarifs des établissements, donc ce qui permet aux usagers d'avoir connaissance des tarifs des établissements et de pouvoir appliquer également ce filtre lorsqu'ils vont rechercher un établissement. Donc le tarif peut devenir un critère de choix Exactement. immédiat, en fait. Exactement.
Par la suite, l'idée, c'est que pour les professionnels, il y ait des notifications ou un dossier d'admission, puisqu'on parle de dossier d'admission dans le cadre du secteur en grand âge, qui soit unique, qui soit standardisé. Donc, pour grand âge, c'est le CERFA réglementaire qui est implémenté dans l'outil. Donc, comme ça, les professionnels d'établissement, les familles, mais aussi les médecins libéraux qui peuvent compléter le volet médical directement en ligne, ne sont pas étonnés et n'ont pas un autre dossier à compléter que celui qui est réglementairement admis. Et pour la partie handicap, on parle de notification standardisée, puisqu'on est dans le cadre d'un flux, ce qu'on appelle un flux dans les systèmes d'information, d'import automatique entre les décisions de la CDAPH, donc le logiciel métier de la MDPH, et via trajectoire. Donc du coup, tous les champs qui sont obligatoires dans le logiciel métier de la MDPH vont se retrouver dans via trajectoire pour que les établissements puissent suivre ces notifications. Donc effectivement, l'annuaire permet aussi d'avoir un système, une fonctionnalité d'aide à la recherche et à l'orientation avec des critères. La quatrième fonctionnalité, qui est une fonctionnalité très importante, c'est la fonctionnalité des tableaux de bord, qui permet en fait aux professionnels d'avoir un suivi en temps réel sur leur tableau de bord pour les demandes d'admission, mais qui permet également, et ça a été dit lors de l'introduction, d'avoir des listes d'attente qui sont actualisées. Et ça, que ce soit côté établissement ou côté MDPH pour le module handicap, mais également pour les usagers, ça leur permet d'avoir un statut, une visibilité sur leurs demandes en cours. Et ça n'existait pas avant, ailleurs ? Pas à ma connaissance. Donc c'est une petite révolution pour les usagers de savoir en temps réel s'il y a de la place disponible ou pas. C'est ça. Il faut le dire. Enfin, les usagers ne vont pas savoir s'il y a une place en temps réel. L'outil via trajectoire grand âge ne renseigne pas sur la disponibilité en lit. Pourquoi ? Ça a été vraiment une décision prise par le groupe de travail qui a contribué à la création du module. C'est qu'en définitive, les personnes, les usagers, quand ils font leur demande, ils ne se rendent pas forcément compte que, par exemple, l'EHPAD ne peut pas répondre à leurs besoins si c'est un malade Alzheimer qui a besoin d'une unité sécurisée, si vous voulez, et qui relève d'une unité de vie protégée. Eh bien, si l'établissement n'a pas précisé qu'il a ce type de demande, il va refuser, si vous voulez, l'usager, sans vraiment que la personne demandeuse comprenne forcément qu'il y a de la place, mais malgré la place, le profil du résident, du futur résident, ne correspond pas à l'offre de l'établissement. Excusez-moi, je sors de garde, j'ai peut-être pas été très clair. Donc, pour pas qu'il y ait vraiment d'ambiguïté, il a été décidé dans un premier temps de ne pas afficher la liste des lits. En plus, c'est une information qui est très difficile à tenir au fil de l'eau parce que vous savez qu'il y a une certaine temporalité dans les admissions en EHPAD. J'imagine bien, c'est pour ça que ça avait l'air révolutionnaire. Mais alors, redites-moi, parce que du coup, j'ai mal compris. Alors, quelle est l'information à laquelle peut accéder le grand public ? Si vous voulez, c'est que quand une demande d'admission en EHPAD est envoyée à plusieurs établissements, la demande d'admission en moyenne est adressée à peu près. On n'a plus de batterie sur ce micro. Vous allez prendre celui-ci. Excusez-moi. En règle générale, une demande d'admission pour une entrée en EHPAD est envoyée à 7 établissements. L'intérêt d'avoir un tableau de bord, si les professionnels des EHPAD jouent le jeu, ils vont consulter la demande. Donc l'usager saura que la demande a été lue. Et en fonction, une fois que la demande est lue, eh bien, l'EHPAD doit répondre si il accepte le patient avec une date en fonction, si vous voulez, de la demande. Est-ce qu'elle est urgente en sortie d'hospitalisation ou plutôt dans le cadre d'un parcours complexe, c'est une demande par anticipation en cas de dégradation de la situation à domicile, par exemple, et avec une temporalité de 3 à 6 mois. On peut faire des admissions, comme vous le savez, par précaution. Si le résident est admis
dans un EHPAD et que l'EHPAD renseigne, si vous voulez, dans l'outil que le patient a été admis, automatiquement la demande disparaît pour les autres EHPAD. Donc ça, c'est vraiment la révolution, parce que vous pouvez suivre en temps réel, en fait, l'état d'avancée, est-ce que vos EHPAD répondent ou pas. Et quand l'usager est intéressé par un EHPAD, c'est là aussi où le rôle d'une DAC éventuelle ou d'une assistante sociale dans un établissement est très important pour aider la famille de l'aidant à choisir l'EHPAD et voir le degré d'avancement. Eh bien, ils peuvent téléphoner, repréciser énormément d'informations. En fait, l'outil numérique crée plus d'échanges parce qu'on a une plus grande visualisation des partenaires et ça crée beaucoup plus de liens dans l'accompagnement, dans une entrée en admission qui est toujours quand même un moment charnière dans un parcours de santé d'une personne confrontée à l'avancée en âge. Alors Élodie Raymond, du coup, on vous a coupé en plein milieu des tableaux de bord de suivi en temps réel. Non, mais vraiment, c'est voilà, pour compléter ce que disait Laurence, c'est vraiment cette partie-là qui est importante, c'est cette visibilité qui est partagée par tous sur où en est cette demande d'admission et où en est le statut. Et effectivement, avoir une demande en temps réel, c'est intéressant, mais pouvoir en faire des statistiques et avoir une visibilité sur les places disponibles et le besoin qui est couvert, ça l'est encore plus par la suite pour toutes les acteurs parties prenantes de ce projet. Et donc, effectivement, il y a un observatoire, ce qu'on appelle un observatoire des parcours, une modalité observatoire avec une fonctionnalité qui est directement intégrée à l'outil, quel que soit le module, et qui permet d'avoir ces requêtes-là qui sont tirées à temps dédié par les acteurs directement. Donc, pour répondre à votre question précédente, effectivement, ça c'est une petite capture d'écran de Via Trajectoire, mais on va avoir plusieurs espaces de connexion en fonction des profils. Donc 2 espaces usagers, donc pour soit la personne âgée, soit la personne en situation de handicap et sa famille. Et 2 espaces professionnels, donc un espace pour le médecin libéral qui va pouvoir se connecter directement grâce à sa carte CPS sans forcément avoir de compte utilisateur dédié et qui va pouvoir compléter le volet médical, notamment dans le cadre de la demande grand âge sur le CERFA, qui va permettre en fait aux médecins traitants de s'impliquer dans la demande même si elle est de façon dématérialisée. Et on a un espace professionnel donc pour les professionnels d'établissement qui vont se connecter via un nom d'utilisateur et un mot de passe qui leur est strictement confidentiel. Évidemment, les règles RGPD s'appliquent et qui permettent de se connecter et d'avoir accès donc à ces tableaux de bord et aux différentes fonctionnalités qu'on a vues précédemment. Donc, pour vous illustrer le module grand âge, où en est-on aujourd'hui en quelques chiffres. Donc, le premier point, vous voyez la carte de France et globalement, c'est un outil non pas régional, mais c'est un outil aussi interrégional. Puisque Via Trajectoire Grand Âge est déployé sur toutes les régions violettes, ce qui fait que globalement la Lorraine, la Bretagne et la région PACA et la Corse n'ont pas cet outil, même s'il y a une interopérabilité en fait éventuelle. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'usager peut faire des demandes hors sa région, ce qui est le cas, puisque vous qui donnez l'habilitation à l'aide sociale, vous savez qu'il y a pas mal quand même de fuites de franciliens dans d'autres régions qui sont soit leur origine de naissance, mais aussi pour des raisons, bien entendu, financières. Les 3 régions qui ne sont pas couvertes, c'est parce que le déploiement n'est pas terminé ou parce que... ils n'ont pas retenu au niveau régional cet outil. Voilà. Donc le déploiement, comme on vous l'a rappelé, a été démarré en 2014. Donc à ce jour, sur le plan national, il y a 6666 EHPAD, EHPA, USLD, résidence autonomie et accueil de jour renseignés dans l'outil et connectés. À l'heure actuelle, ce qui en est pour l'Île-de-France, le déploiement est terminé. Et il y a 678 EHPAD sur les 702 EHPAD régionales qui sont décrits, 7 EHPA, 32 accueils de jour autonomes, 89 résidences autonomie et les 50 soins de longue durée.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que globalement, dans le cadre du parcours, et là, c'était extrêmement d'actualité avec la crise que nous avons vécue, c'est que la demande via trajectoire grand âge peut être initialisée à partir de la demande SSR. Pour reprendre aussi bien l'identité du patient que sa pathologie et que son niveau de dépendance pour alimenter en fait la grille GIR. Et après, effectivement, le prescripteur peut tout à fait l'initialiser. Une fois que la demande a été faite, elle est évolutive. Et on peut toujours revenir sur la demande d'admission et la réactualiser en fonction du profil du besoin. Ce qui est aussi intéressant dans le cadre du parcours, c'est que si moi, en tant que médecin, par précaution, je fais la demande en sortie d'hospitalisation, je réalise pour des raisons que vous imaginez bien, c'est plus facile à un hospitalier de remplir la demande que d'aller demander à un médecin libéral de se connecter, de remplir les deux demandes. Je peux donc la réactualiser et la transférer soit à la personne du dispositif d'appui à la coordination qui va suivre le patient, soit confier les codes à l'usager, à l'aidant, pour qu'il suive ensuite l'état d'évolution de la demande, qu'éventuellement il envoie la demande à d'autres EHPAD qu'il aura sélectionnés dans le département, dans la région ou sur le plan national. Donc c'est aussi vraiment un outil qui peut s'adapter aux besoins de la personne âgée au cours de son parcours. Alors, en quelques chiffres, ce qui est assez compliqué à ce jour, enfin pas compliqué, mais les limites de l'outil, c'est que nous ne sommes pas en mesure d'exploiter les indicateurs de suivi que l'on peut avoir à partir des requêtes de l'Observatoire via trajectoire grand âge. Pourquoi ? Parce que là, il va falloir aussi que nous soyons accompagnés. Et la plupart des EHPAD prennent leur téléphone pour globalement proposer une admission, une visite de préadmission, mais ne renseignent pas dans l'outil, malheureusement, s'ils acceptent le patient, la date d'admission. Voilà, donc l'observatoire à ce jour ne permet pas globalement d'avoir une vision des demandes d'admission et de la durée, combien de temps, au bout de combien de temps on rentre en EHPAD, même si les situations sont extrêmement différentes, si on rentre plutôt en sortie d'hospitalisation à 3 mois, etc. Parce que ce n'est pas renseigné par les utilisateurs. Donc néanmoins, on peut considérer, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est les usagers et les médecins traitants. À ce jour, sur la requête que nous avons fait au cours des 3 premiers trimestres 2020, il y a eu 686 dossiers qui ont été créés donc par l'usager et 156 admissions effectives qui ont été tracées. Ce chiffre est donc peut-être sous-évalué dans l'outil via trajectoire. Donc en moyenne, ce qu'il en ressort et ce qui est proche de la réalité, c'est une demande entraîne 7 EHPAD sollicités. 36% des dossiers créés concernent les usagers des départements 78 et 92. Et l'âge moyen de l'admission, de la demande d'admission en EHPAD est l'âge tout à fait national de 86 ans. 4. Voilà. Donc, pour terminer, les plus du module grand âge, c'est donc en premier lieu l'accès direct à l'annuaire dans les EHPAD pour tout le monde, sans avoir un compte, ce qui est quand même très intéressant pour les assistantes sociales des hôpitaux, évidemment, quand on recherche un EHPAD en urgence, et ça permet vraiment d'aider la famille à chercher avant, enfin, on discute devant l'écran pour choisir ensemble éventuellement l'EHPAD, et là on est accompagné et on n'a vraiment pas besoin de savoir s'il y a forcément de la place ou pas. La fonctionnalité donc de transmission de code pour l'usager, la famille, mais aussi pour les professionnels du territoire, ce qui permet donc de suivre, enfin
dans le parcours du patient et dans l'anticipation. C'est toujours mieux de faire des admissions par anticipation qu'en urgence, comme en EHPAD. C'est quand même un élément fort dans la vie de la personne âgée. C'est la possibilité d'imprimer le dossier pour la famille. Elle peut, s'il sort en hôpital ou si à l'issue d'un clic, enfin de la DAC, d'une visite en DAC, on peut remettre le dossier à la famille qui peut continuer à chercher un établissement qui répond à ses attentes. Et enfin, comme vous l'a dit Élodie, les tarifs sont donc en lien avec le portail CNSA et à disposition, il y a le calcul du reste à charge pour l'usager sur le tarif hébergement. Voilà, ce qui est quand même aussi un élément très important dans la décision de choix d'EHPAD. Merci pour cette présentation. Élodie Raymond, vous continuez un petit peu? Oui, quelques chiffres sur le module grand âge avant de vous laisser une vidéo de démonstration du module usager grand âge. Pardon. Donc quelques chiffres sur le module handicap. Donc également cette même carte du territoire national qu'on voit coloré vert puisque c'est le code couleur pour le module handicap. Donc on voit également que l'ensemble des départements se sont lancés dans le projet. La différence avec peut-être le module grand âge sur ce déploiement-là, c'est qu'on a eu un vrai portage au niveau national aussi pour le déploiement du SI-SDO, comme on dit entre nous, du SI de suivi des décisions d'orientation. Donc c'est vrai que ça a aidé d'avoir tous ces départements qui finalement se sont assez vite lancés dans un temps court, puisque les déploiements ont débuté pour les pilotes en 2016, donc dans un temps relativement court sur l'utilisation du module handicap de Via Trajectoire. Donc ça représente plus d'1 million de décisions d'orientation qui ont été injectées des logiciels métiers des MDPH dans l'outil Via Trajectoire. Quelques 10 000 établissements et services décrits dans Via Trajectoire Handicap au niveau national, puisqu'on le verra par la suite, mais comme Laurence l'a précisé, lorsqu'on fait une recherche annuaire, elle n'est pas limitée à une région, elle est vraiment sur le territoire national. Et donc en Ile-de-France, à ce jour, on a 5 départements qui sont lancés. Donc le 78 a été le premier département à se lancer dans les formations, à quelques mois près avec le 77, mais le premier département à se lancer dans les formations. Donc on en a 5 qui ont lancé, déployé et finalisé donc ces formations à Aurore et à Via Trajectoire. Donc le 78, 77, 92, 93 et 91. Voilà, je n'en oublie pas. Donc, ce qui représente un peu plus de 900 établissements qui sont décrits dans les deux outils, donc qui sont interfacés et qui permettent de retrouver les données annuaires et l'offre pour les professionnels, mais également demain pour les familles qui le souhaitent. Ce qui représente un peu plus de 145 000 décisions d'orientation injectées, puisque toutes les décisions qui sont en cours de validité ont été injectées, ce qui permet de travailler sur des listes d'attente et d'avoir après des parcours dans l'observatoire qui soient le plus rapidement exploitables possible. Donc voilà, et donc le 78 se lance aujourd'hui comme pilote sur le module usager. Excellent, merci. Donc j'imagine qu'on va peut-être passer à la petite vidéo sur le module usager. Si on peut lancer la vidéo. Oui, alors on aura après la vidéo le point de vue de Véronique Baccle et Karine Gonnet. Et puis vous allez pouvoir poser vos questions à nos intervenantes sur toutes les interfaces, toutes les fonctionnalités de cet outil. Donc vous allez avoir vraiment le temps après de poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas, préparez-vous à poser ces questions-là. Allons-y pour la vidéo. Merci. Découvrez Via Trajectoire, site internet de service public gratuit et confidentiel. Viatrajectoire.fr vous accompagne pour trouver simplement et rapidement une maison de retraite adaptée à vos besoins et vos choix. Yvonne, 87 ans, vit seule dans sa maison. Elle est atteinte de la maladie de Parkinson et est déjà tombée plusieurs fois. Sa fille Danielle est très présente et passe la voir chaque semaine. Yvonne bénéficie aussi d'aide pour les repas et le ménage. Mais elle a de plus en plus de mal à marcher et craint de chuter à nouveau. Elle se sentirait plus en sécurité dans une maison de retraite.
Yvonne se rend avec Daniel au point d'information de la mairie pour avoir des renseignements concernant les maisons de retraite. Elles sont informées de l'existence de viatrajectoire.fr. Ce site internet de service public permet de rédiger et envoyer le dossier unique national d'admission à plusieurs maisons de retraite. Yvonne en parle avec Daniel, qui l'aide à compléter sur Viatrajectoire la partie administrative de son dossier et renseigner le nom de son médecin traitant. Yvonne consulte son médecin et lui parle de son projet de maison de retraite. Le médecin se connecte sur le dossier d'Yvonne et complète le certificat médical en ligne. Yvonne et Daniel sélectionnent 4 maisons de retraite adaptées aux besoins et aux choix de vie d'Yvonne, proches de son domicile, tarifs convenant à son budget. Elle leur adresse la demande d'admission sur Viatrajectoire. Le mois suivant, 2 maisons de retraite leur proposent une visite. L'établissement La Maison des Fleurs a particulièrement plu à Yvonne. Le directeur de la Maison des Fleurs propose une place disponible à Yvonne et Daniel, informés en temps réel par mail. Elles finalisent les dernières démarches et conviennent d'une date d'emménagement. À toutes les étapes, Viatrajectoire accompagne Yvonne et Daniel pour trouver simplement et rapidement un lieu de vie adapté à ses besoins et ses choix. Viatrajectoire permet également de rechercher une place en accueil de jour ou en hébergement temporaire en maison de retraite. Viatrajectoire est un programme de l'Agence régionale de santé Île-de-France porté par le GCS Cézanne. Bravo, c'est très clair. Donc, grâce à Viatrajectoire, on n'a que des maisons de retraite où il y a les oiseaux qui chantent. Et je vous posais une petite question d'aparté. Est-ce que c'est vrai que toutes les mairies sont au courant de l'existence de Viatrajectoire? Probablement pas. Probablement Comment pas. comment est-ce qu'on peut faire pour progresser encore? Nous avions donné des plaquettes Viatrajectoire au CCAS, effectivement. Comment peut-on progresser? Bien, nous pouvons progresser, bien entendu, avec le soutien du CD et de l'ARS. Ça c'est quand même incontournable pour donner envie aux EHPAD de se décrire dans l'outil d'une façon, je dirais, un peu marketing. Enfin, vraiment. Il faut aussi renforcer la chaîne de l'information. Exactement. En fait, c'est ça, en réalité. La problématique, c'est la chaîne de l'information. Nous nous sommes beaucoup appuyés sur les DAC, sur les clics au départ, quand les DAC n'existaient pas. Donc, à toutes les réunions territoriales, quand nous sommes invités, nous présentons les outils parce que les acteurs sont tout à fait preneurs de l'outil Grand Âge, particulièrement en raison de sa possibilité, une demande unique qu'on peut réactualiser. Je vous l'ai pas dit, mais on peut faire au départ une demande en accueil de jour et qui peut après être transformée en hébergement temporaire. Enfin, on peut faire les 2 demandes en même temps, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un outil qui est adapté aux besoins du parcours du résident. Donc, mais on peut effectivement... Le point le plus important, c'est tout à fait la communication. D'ailleurs, les usagers, on voit qu'il y en a certains qui se sont connectés par eux-mêmes et qui ont fait leur demande d'admission, ceux qui ont l'habitude d'Internet, ça c'est clair. Et c'est ensuite d'embarquer les EHPAD à utiliser l'outil dans leurs réponses pour pouvoir avoir un pilotage au niveau de l'observatoire de quel est le profil à l'heure actuelle en Île-de-France des demandes d'admission par rapport au GIR, par rapport au budget, par rapport à l'état de dépendance. Alors, je voudrais bien qu'on ait le point de vue de la Maison départementale de l'autonomie du 78, Véronique Bacle. Quel est votre retour d'expérience sur l'utilisation de cet outil? Alors, il y a toujours des micros qui ne marchent pas. Le petit bouton rouge est allumé. Il est éteint. Donc, en haut, vous l'avez mis sur pause. Oui, voilà, celui-ci. Allô? Oui, c'est bon. Sur le module personnes âgées, effectivement, pour nous, il est déjà en usage, on va dire un peu en routine. Il était déjà bien connu. Depuis combien de temps?
Il a été déployé en 2015, hein, c'est ça, Madame Guillaume. Donc, en fait, nous avons sur un bon maillage du département sur le territoire. Notre maison départementale de l'autonomie, elle est déployée à l'échelon de 6 pôles autonomie et de 8 pôles d'accueil. Et dans ces pôles d'accueil, on va trouver des clics qui vont être aussi ces points relais de renseignement et d'information en direction des personnes âgées. Donc, c'est un dispositif qui est déjà connu et qui était déjà déployé. Ce qui est un peu nouveau aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est surtout le module personnes handicapées, puisque là, c'est vraiment pour nous quelque chose de très très nouveau. Donc là, vous allez le déployer à partir de quand pour ce module personnes handicapées? Alors, le module personnes handicapées, il est déjà déployé il est déjà déployé entre les professionnels, c'est-à-dire au niveau du conseil des établissements médico-sociaux, de la MDPA, de l'ARS et du conseil départemental. Et ça nous permet déjà d'avoir beaucoup de fonctionnalités qui sont communes, qui sont partagées. On dispose par ce biais-là, on dispose effectivement d'une information en temps réel sur le parcours des usagers. Une personne rentre on envoie une notification d'orientation dans un établissement. On sait, grâce à cet outil, ce portail usager, ce portail via trajectoire, on sait si effectivement l'établissement a reçu la demande, s'il a une place qui est disponible pour la personne, s'il va la mettre en liste d'attente, si l'orientation qui est proposée est adaptée ou ne l'est pas, et ça nous permet, le cas échéant, de réagir et de pouvoir proposer autre chose. Oui, parce que pourquoi c'est important pour vous? Ça vous permet de mieux gérer ce qui se passe à l'échelle de votre territoire? Tout à fait. Avant, on avait un fonctionnement, en fait déjà, rien que dans la chaîne de traitement, lorsque nous prenions une décision d'orientation dans un établissement, on avait un flux papier qui arrivait dans l'établissement. Bon, avec les aléas, on sait que tout n'arrive pas nécessairement, et les établissements, effectivement, on avait parfois ces petits défauts. Donc là, nous, on a déjà une interconnexion entre notre système qui renseigne les notifications et cet outil via trajectoire. À 10 jours, toutes les notifications partent automatiquement. Il y a un flux d'envoi qui part automatiquement dans les établissements. Donc les établissements ont en temps réel ce flux de notifications qui leur arrivent. C'est très important parce que on le voit sur la période de confinement, sur la période Covid qu'on vient de vivre. Nous avons maintenu, même si les accueils usagers n'étaient plus possibles sur place, on a maintenu quand même nos commissions décisionnelles, les décisions, les CDAPH, toutes les commissions où se prenaient les décisions ont été poursuivies, les équipes pluridisciplinaires, et ça nous a permis, avec ce flux d'échanges, de continuer à envoyer les informations directement vers les établissements, même si on a vu que c'était plus compliqué pour l'envoyer aux usagers, des fois, parce que le courrier ne fonctionnait moins bien, il y a eu des pertes, etc. Donc ça, pour nous, c'est très, très important. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de flux papier? Probablement pas. Si, on le maintient quand même, parce que c'est important, mais même ne serait-ce que pour les usagers. Jusqu'alors, là, si on le présente aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, on se dit, on a envie de se lancer dans l'aventure de partager cet outil aussi avec l'usager, c'est-à-dire le rendre acteur de ce portail. Avant, effectivement, il était tenu informé ou moins de la suite donnée par un établissement. Mais là, il va voir si effectivement son dossier est bien arrivé dans l'établissement pour lequel il avait une notification. Il va pouvoir voir ce que va lui proposer l'établissement et le suivi qui va être proposé derrière. Alors ça, c'est un point important. Vous avez travaillé avec les familles pour le mettre en place, cet outil. Oui, Donc, je voudrais que vous nous racontiez comment ça s'est passé. Pourquoi vous avez décidé de travailler comme ça et comment ça s'est passé? Alors, vous avez entendu parler tout à l'heure par Madame Guillaume de la réponse accompagnée pour tous, qui nous ont amené à mener beaucoup de groupes de travail dans notre département. Le choix que nous avons fait, c'était... On a parlé des établissements qui étaient présents, du CD, du conseil départemental, de l'ARS, de l'éducation nationale, etc. Mais le choix que nous avons fait, c'était d'associer également les représentants des personnes en situation de handicap. C'était très important pour nous d'avoir leur parole et de pouvoir entendre ce qu'ils avaient à nous dire, notamment sur tous les parcours en établissement, sur peut-être les difficultés qu'ils avaient rencontrées ou les attentes qu'ils pouvaient avoir. Par exemple, une personne, elle disait... pour les familles que je représente, c'est insupportable
on sait qu'on a été orienté dans un établissement, mais on ne sait pas si le dossier est arrivé. On ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Et des fois, les choses ne prenaient pas la même signification. Les gens se disaient, bon, l'établissement ne m'a pas répondu, mais ça veut dire que je suis en liste d'attente. Et peut-être que l'établissement n'avait pas répondu, peut-être pour toute autre raison, parce qu'il n'avait pas de place. Peut-être que c'est un refus qui n'a pas été exprimé. Voilà. Ou peut-être que c'était une demande qu'ils avaient mis en attente pendant un temps, mais faute de contact avec la famille, c'est peut-être un dossier qui était un petit peu, on va dire, un petit peu plus loin dans la file d'attente. Donc ça génère de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'incompréhension. Et quand parfois il nous est arrivé de proposer d'autres établissements, mais les gens nous disaient mais non, mais je suis en liste d'attente à tel endroit, ou etc. Donc là, cet outil de leur permettre de voir un petit peu ce qu'il en est, c'est important. Et ce qui est aussi très très important, c'est que des personnes, nous, on va essayer dans leur notification de leur indiquer 3 orientations. C'est-à-dire, on va essayer de s'efforcer de trouver 3 profils d'établissement qui correspondent bien à leurs besoins, hein, ce que nous avons compris de leurs besoins. Et donc pour ça, Madame Gonnet vous en parlera, c'est important pour nous le répertoire opérationnel de ressources, parce qu'il nous aide un petit peu à sélectionner cette orientation. Mais prenons par exemple une personne qui est orientée en ESAT. On a pensé qu'elle pouvait aller sur 3 ESAT de son secteur, mais peut-être que la personne, en regardant la description qui est faite de l'établissement, se dit celui-là correspondrait plus au profil de ce que je recherche. Donc elle peut aussi rechercher des établissements qui sont dans des profils un petit peu différents et adresser leur candidature. Donc là, nous, on les a associés par ce biais-là. On les a associés aussi dans la façon d'établir les bonnes pratiques. Effectivement, Madame va vous reprendre la parole, mais on a indiqué aux établissements ce qu'on attendait d'eux à toutes les phases, ouvrir un dossier, etc. Mais par exemple, on leur a dit, ce serait bien, et il y a eu ce dialogue avec les familles et les établissements, qu'il y ait une réponse à 15 jours, on a reçu, on n'a pas reçu votre dossier. Déjà, c'est rassurant pour la famille. Et après, on va avoir un contact qui va être initié par... Donc on a introduit aussi leur demande dans ce répertoire un petit peu d'usage de l'outil. Et enfin, comment dire, et on a beaucoup communiqué sur tous ces travaux et avec les organismes où sont représentées les personnes handicapées. Et donc c'est pour ça, là on veut vraiment être transparent et ouvrir cet outil aux usagers. Élodie Raymond, vous voulez réagir? Oui, juste pour compléter un petit peu les propos de Madame Bacle. En fait, le module usager existe déjà. L'idée, c'est vraiment de travailler sur cette communication, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est vraiment la communication qui va être un axe fort pour le déploiement de ce module, et de surtout pouvoir bien expliquer, indiquer aux familles ce qu'elles vont pouvoir retrouver. Donc on parlait des tableaux de bord qui donnent une visibilité en temps réel. Les familles vont avoir la même chose via le biais de statuts. Donc effectivement, un établissement qui notifie qu'il a bien reçu le dossier, qu'il a bien lu, la famille en temps réel va avoir ce statut de dossier lu qui va lui apparaître sur le module usager directement. Et effectivement, comme le précisait Véronique, dans le cadre du déploiement pour les professionnels du module handicap, on a travaillé à des bonnes pratiques, un guide. Parce que, comme vous le savez, un outil, d'autant plus un outil SI, n'a pas de sens s'il ne sert pas à une finalité, s'il ne sert pas à une pratique métier, s'il ne répond pas à un besoin véritable pour les acteurs qui vont l'utiliser. Donc avoir un outil qui soit via Trajectoire, un autre outil, c'est bien, mais lui donner un sens derrière dans son utilisation au quotidien, c'est impératif pour son utilisation à long terme. Merci. On va se tourner vers Karine Gonnet, qui est coordinatrice du secteur établissement personnes handicapées au Conseil départemental des Yvelines. Comment ça s'est passé, Madame Gonnet, le déploiement de cet outil-là dans les établissements ? Alors, il s'est passé en plusieurs phases. Et d'abord, une phase de travail en interne, je dirais, au sein du CD, mais également à l'ARS, avec un travail important sur FINES. FINES, c'est le répertoire, c'est un fichier national qui recense l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux, enfin notamment, pas que, mais... et l'ensemble des gestionnaires. Donc il a fallu faire un travail préalable pour que FINES soit bien à jour, que tous les établissements soient bien recensés, correctement recensés, avec les bonnes dénominations, que ces dénominations correspondent également aux dénominations du système d'information de la MDPH. Il fallait que les choses soient bien calées. Donc, ça vous a pris combien de temps ?
quelques mois. Quelques mois, parce qu'il y a eu pas mal d'allers-retours, donc avec une gestion au niveau de la délégation départementale de l'ARS, mais aussi une gestion au niveau du siège de l'ARS Île-de-France. Donc voilà, ça a nécessité un travail important. Et une fois qu'on a mené ce travail-là, on a pu alimenter l'Aurore, donc avec juste le nom de l'établissement, enfin des données très très simples, et on a organisé, alors en lien entre le service au sein duquel je suis et en lien avec la MDA, on a organisé, puis Cézanne et l'ARS, on a organisé les formations des directeurs de l'ensemble des établissements. Donc des 188 établissements et services du département. Donc les formations pour l'Aurore se sont déroulées il me semble, d'avril à juillet 2018. Avec une présence, alors peut-être pas systématique, mais en tout cas une présence ou de la MDPH, de la délégation départementale de l'ARS, du conseil départemental, pour aussi nous-mêmes nous approprier l'outil et puis aussi porter ce discours des bonnes pratiques qui est effectivement très important. La formation, elle vise qui ? Elle visait l'ensemble des directeurs d'établissement ou leurs représentants. Voilà. Et à charge. Alors, on a essayé de faire en sorte que le ROR puisse être renseigné au maximum lors des formations. Et ensuite, on a invité bien sûr les directeurs ou leurs représentants à poursuivre ce travail au sein des établissements, de manière à bien décrire l'établissement, chaque unité, le public accueilli, de manière à ce que les informations soient les plus fines et les plus exactes possibles. Et ensuite, à charge pour chacun d'entre nous, en fonction des compétences des établissements, de valider les données renseignées par les établissements. Et une fois cette validation effectuée, qui n'a pas forcément pu se faire parfois du premier coup, il y a eu un certain nombre d'allers-retours, mais une fois que ça a pu être validé et que l'ensemble des établissements et services du département ont pu être validés, à ce moment-là, il y a pu l'ensemble des données ont pu être basculées dans Via Trajectoire. Et on est passé à la phase suivante, qui était la formation à Via Trajectoire. Donc une formation alors de la MDPH et ensuite une formation à nouveau des directeurs des établissements pour qu'ils puissent compléter les informations sur Via Trajectoire, puisque il y a des informations supplémentaires dans Via Trajectoire, vraiment de description de l'offre de l'établissement, avec le plateau technique, les professionnels dont l'établissement dispose pour accompagner les personnes, enfin, avec des descriptions plus fines de ce que fait l'établissement. Et ce qui est très important, à la fois pour les professionnels qui vont consulter Via Trajectoire pour orienter au mieux les personnes, mais aussi pour les usagers qui effectivement reçoivent une notification de la CDAPH avec des orientations vers habituellement trois établissements au service, mais ils peuvent également par eux-mêmes rechercher des établissements qui pourraient, alors soit dans les Yvelines pour ce qui nous concerne, mais dans d'autres départements, puisque l'outil est déployé dans d'autres départements et a vocation à être déployé partout. Et dans les établissements, Via Trajectoire reste aux mains du directeur de l'établissement ou ça peut tout descendre dépend. au niveau des chefs d'unité? Non, ça c'est une décision ensuite d'organisation dans les établissements. Après, comment il a été reçu cet outil-là dans les établissements? C'est très positif, c'est mitigé, c'est un peu tiède? Oui, non, c'est très bien. Je pense que ça facilite également pour les établissements, puisqu'il y a cet objectif de description, mais il y a surtout cet objectif de transmission des décisions d'orientation. Et je pense que pour les établissements, c'est facilitateur. Ils reçoivent une notification. Si chacun joue le jeu de renseigner, de suivre le dossier, et comme vous le disiez pour le module grand âge, d'indiquer la date d'admission d'une personne, ça permet de sortir les personnes, entre guillemets, des listes d'attente des autres établissements. Donc ça facilite aussi. Auparavant, on avait un système
de suivi aussi des places dans les établissements, mais on voyait bien qu'une personne pouvait être admise à un endroit, mais les 3 ou 4 autres établissements qui avaient cette personne en liste d'attente n'étaient pas informés de l'admission, et donc gardaient ces personnes dans leur liste d'attente, ce qui fait qu'on n'a pas une visibilité non plus réelle de la situation et des personnes en attente d'accueil. Donc on voit que la mise en place de cet annuaire, en fait, c'est la clé de voûte du dispositif. C'est absolument essentiel. Oui, pour nous, c'est très important. C'est important pour les usagers, c'est important pour la MDPH pour suivre aussi les orientations qui sont faites. Je pense que c'est vraiment un outil facilitateur. Et puis c'est important à la fois pour l'ARS et puis pour le conseil départemental pour identifier les besoins. Là, aujourd'hui, on identifie plus facilement les besoins, le nombre de personnes en attente d'accueil dans les établissements ou dans les services. Donc, c'est un outil de pilotage pour les collectivités. Excellent. Mais écoutez, je propose de passer le micro dans le public pour recueillir vos questions que vous allez adresser à nos intervenantes. Alors, n'hésitez pas à lever la main, il y en a une qui se lève. Marie va faire passer le micro dans la salle. Et alors, je vous rappelle les règles. Comme ce matin, vous ne prenez pas le micro. C'est Marie qui vous tend le micro pour les raisons sanitaires, bien sûr. Et si vous vous levez, je pense que c'est mieux, on vous voit mieux, vous serez plus à l'aise devant le micro. Et je vous demande juste de vous présenter très rapidement et de nous dire à qui vous adressez votre question. Bonjour, Madame Michel, directeur d'un foyer d'accueil médicalisé à Maule, pas très loin d'ici, qui accompagne des adultes cérébro-lésés. Donc ma question est davantage pour Madame Raymond. Donc on utilise via Trajectoire suite à la formation. Je trouve que c'est un outil particulièrement efficace. Alors on reçoit encore les notifications papier, donc il y a un moment donné où ça va aussi s'arrêter. Ça fait un peu doublon, mais c'est efficace dans la mesure où on reçoit un mail qui nous alerte de l'arrivée d'une nouvelle notification. En revanche, c'est comme tout outil qui est assez récent. Ma question est en lien aussi avec la présence... Enfin, j'ai deux questions. La première, en lien avec le module grand âge, sur lequel le médecin peut remplir directement le certificat. Dans le champ du handicap, nous avons un dossier unique que l'on utilise maintenant déjà depuis quelques années. Aujourd'hui, lorsque nous recevons une décision de notification, nous sommes obligés d'envoyer un courrier postal, puisque nous n'avons pas d'autres informations concernant l'usager. On a un courrier type qui précise comment nous contacter. C'est à mon sens une démarche supplémentaire pour les accompagnants, soit pour la personne elle-même, si elle est en capacité, et on va le voir avec l'utilisation du portail usager handicap. Voilà, donc j'ai l'impression que ça rajoute un peu quand même des étapes qui par la suite pourront peut-être être limitées s'ils peuvent directement télécharger le dossier unique, peut-être déjà le compléter et nous l'adresser en parallèle. Donc première question, et vous préférez peut-être y répondre et j'attends pour la suite. Non, allez-y, posez tout de suite la deuxième question. Après, il y a, voilà, sur mon établissement, nous avons accueil permanent, accueil temporaire, accueil de jour. Nous avons échangé avec Madame Gonnet vendredi dernier sur ce sujet. Et je me retrouve finalement, lorsque je regarde donc, dans mes indicateurs, j'ai plus d'usagers actuellement dans mon établissement que de ma capacité d'accueil. Parce qu'il y a, en fonction des demandes des usagers, nécessité parfois d'être accompagné d'abord en accueil de jour, donc avec une notification. Puis à un moment donné, il y a un accueil temporaire qui est possible et une place en accueil permanent qui se libère. Donc aujourd'hui, j'ai des usagers qui sont renseignés sur 3 niveaux d'orientation et il faut systématiquement sortir le résident, donc se rappeler de la date, donc reprendre le dossier, la date d'entrée en accueil de jour, le faire sortant de l'accueil de jour, le faire rentrer en accueil temporaire, le faire sortant de l'accueil temporaire et le rentrer en accueil permanent. C'est une spécificité de mon établissement. Je pense qu'on va réussir à se caler, mais c'est vrai que ça demande un petit travail. Et en l'occurrence, donc moi j'ai gardé les codes pour pouvoir gérer ça et je partage quand même le travail avec la secrétaire chargée aux affaires sociales, mais qui est à temps partiel, donc ça nous prend régulièrement 2-3 heures pour effectivement avoir, via Trajectoire, qui puisse correspondre lorsque vous aussi vous regardez l'état des lieux réels de l'établissement. Merci. Il est perfectible cet outil ? Alors, comme tout outil numérique, effectivement, ils sont perfectibles, parce que si on faisait la perfection du premier coup, ça serait quand même moins drôle, enfin, en tout cas, je trouve. Non, effectivement, sur je vais peut-être répondre à la seconde question avant la première, mais parce que je pense que la première question sera à compléter par mes collègues.
Sur l'accueil temporaire, l'accueil séquentiel, on le sait, c'est une demande. Alors, vous indiquez, madame, que c'est une spécificité de votre établissement, mais ça concerne aussi d'autres établissements sur l'Île-de-France. C'est une demande qui a été portée, et donc c'est une nouvelle version en fait, de Via Trajectoire qui va intervenir début 2021, qui va permettre d'avoir des règles de gestion beaucoup plus fines et précises pour l'accueil séquentiel et l'accueil temporaire. Donc vous évitez ce changement d'unité de l'un à l'autre et permettre vraiment une fluidité des parcours et une meilleure vision sur le parcours des usagers en établissement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a porté dans les GT interrégionaux, puisque comme on l'a vu, c'est un outil qui est utilisé par l'ensemble des régions. Donc toutes les évolutions sont portées par les différents grades au fur et à mesure des remontées utilisateurs, que ce soit ESMS ou MDPH pour les besoins. Et après, l'outil évolue régulièrement, puisqu'il y a quand même 2 versions de Via Trajectoire qui sont mises en production par an, donc en fonction des besoins remontés, et évidemment aussi en fonction du travail que demande l'évolution. Des évolutions sont beaucoup plus rapides à mettre en œuvre. Une évolution sur des règles de gestion pour de l'accueil séquentiel, de l'accueil temporaire, ça a pris plus de temps pour s'assurer que ce qui sera mis en production en 2021 corresponde vraiment aux besoins des professionnels. Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous a pris plus de temps, qui a pris plus de temps pour l'éditeur à mettre en œuvre. Je pense que c'est aussi quelque chose qui peut s'entendre par la suite. Pour la partie dossier unique d'admission, sur Via Trajectoire, vous avez la possibilité de laisser des pièces jointes que les usagers peuvent télécharger et donc imprimer pour répondre. Après, je laisse peut-être compléter sur le dossier unique mes collègues. Sur cette partie-là, nous avions la chance d'avoir Madame Magnan qui était présente chez nous lundi à la MDPH des Yvelines, donc, qui est responsable directrice de la CNSA, ou directrice adjointe. Et donc on lui a posé la question effectivement de pouvoir remplir ce dossier directement sur le portail usager, et elle nous a dit que c'était en prévision pour la fin d'année 2021. Donc si nos SI le permettent, on aura cette possibilité. Mais bon, ce sont des annonces, hein, mais voilà, en tout cas c'est ce vers quoi ils veulent tendre. Ça serait vraiment facilitateur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour tout le monde. Est-ce qu'on peut couper les micros qui sont externes à la salle? Merci. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Faut juste attendre un petit peu, mais tout ça va s'améliorer. On est en bonne voie. D'accord. Via Trajectoire, intervient, c'est un outil qui va intervenir à l'intersection de plusieurs processus métiers. Donc effectivement, parfois pour avoir certaines évolutions, il faut que d'autres processus métiers se calent sur des calendriers pour que les évolutions tombent de façon cohérente pour les utilisateurs finaux. L'idée, c'est pas de rajouter de la charge pour les professionnels en établissement qui vont l'utiliser ou pour les agents en MDPH. Donc effectivement, par moment, certains travaux prennent plus de temps que d'autres. De même, on attend, nous, dans nos outils métiers, on a un flux qui va vers les établissements pour les informer qu'il y a eu une orientation dans les établissements. Et nous, on attend aussi le flux retour dans nos dossiers pour nous dire, ça y est, la personne est admise et on aura cette information. Donc ça, sont encore des évolutions qu'on va conduire. Et je pense que les usagers vont les connaître comme nous, puisqu'ils verront la même chose que nous. Hein. Donc ça, c'est intéressant. On prend une autre question dans la salle ? Alors, non, vous ne prenez pas le micro, vous n'avez pas le droit. Une seule personne tient le micro pour les raisons sanitaires. Oui, bonjour, Gilbert Palanga, Andy Val-de-Seine. Ma question porte sur le Via Trajectoire grand âge. Je voulais savoir s'il ne s'adressait qu'aux personnes âgées dépendantes. Merci pour cette question. Docteur Luquel. À la recherche soit d'un EHPAD ou d'un EHPAD. Donc l'âge, c'est à partir de 60 ans, sauf s'il y a une dérogation de la MDPH pour entrer dans les... Ouvert une résidence autonomie, vous nous indiquez. Donc les résidences autonomie, les personnes ne sont pas forcément dépendantes. C'est pour tous les... Enfin, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir connaissance du GIR, pour les orientations, puisque effectivement dans les résidences autonomie, d'abord il n'y a pas de volet médical, donc concernant la demande d'admission, le médecin traitant en principe n'intervient pas, quoique j'ai de plus en plus de
de résidence autonomie qui se médicalisent avec une infirmière qui intervient et qui souhaite aussi avoir connaissance globalement de l'état de santé du patient. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre demande, mais en fait, globalement, les demandes des personnes âgées sont de plus en plus pour les demandes, effectivement, de personnes qui sont dépendantes. L'indication principale maintenant d'entrer en EHPAD, c'est bien entendu, comme vous le savez, la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées, où le domicile est arrivé au bout de l'accompagnement, puisque quand même le XXe siècle a été marqué par une grande révolution de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et aussi en situation de handicap. Ça a été le grand bouleversement. On verra ce que sera le XXIe siècle. Alors, monsieur a hoché la tête pour dire que vous avez bien répondu à sa question. Merci. Une autre question dans la salle? N'hésitez pas. Ça peut être une question usagée ou une question professionnelle, évidemment, en fonction des différents... En attendant la question, je voudrais juste peut-être dire que ces outils ont vraiment été construits pour répondre à la logique de parcours, le bon patient au bon endroit, au bon moment. C'est ça qui est quand même très intéressant, et c'est aussi une aide pour l'usager, ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour être en situation de comprendre un peu l'offre, que ce soit dans le champ du handicap, parce que c'est très compliqué de savoir ce que c'est qu'un service, un SAV, un SAMSA, un ESAT, et donc c'est aussi des outils qui sont pédagogiques par leur annuaire. Ça permet aussi d'être décideur dans son parcours et d'avoir en plus une interaction sur aussi bien le territoire, mais ensemble, sur l'ensemble des acteurs qui ont accompagné et qui ont pris en charge soit une personne en situation de handicap, soit une personne âgée. C'est vraiment une grande révolution et on n'a vraiment pas eu de difficulté à ce que les acteurs du sanitaire, aussi bien pour le module sanitaire que le module grand âge, se lancent dans cet outil. Et l'intérêt, c'est que ça permet aussi de se faire rencontrer des professionnels qui sont de champs différents, du médico-social, du sanitaire et maintenant le champ du handicap. Et je suis sûr qu'il va y avoir de plus en plus une orientation après en sortie de femmes ou de masse éventuellement, des personnes handicapées qui ont dépassé l'âge de 60 ans et pour pouvoir accueillir d'autres personnes. Mais ça, c'est un autre champ. Ça sera peut-être le 21e siècle. Alors, juste, on avait prévu, Madame Raymond avait prévu une présentation du module handicap. Il y a eu un souci technique, on n'a pas trop les démonstrations, on est désolé. Donc, simplement peut-être dire comment ça va se présenter demain. Oui, demain, parce qu'effectivement, on a dit qu'on allait commencer à le lancer. Donc, dès à présent, les personnes en situation de handicap qui auront une orientation en établissement vont avoir sur leur notification un numéro via trajectoire. On l'a mis via trajectoire, comme ça c'est très simple à retenir, etc. Et ils vont avoir sur leur notification les modalités pour créer leur mot de passe pour accéder au module handicap. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer en 2 mots. En fait, tout à fait. Mais sur le module usager, grâce à ce numéro de dossier, donc via trajectoire, qui sera transmis par la MDPH, et d'autres informations qui seront indiquées, les personnes pourront se connecter très simplement au module. Il faudra une adresse mail pour valider son compte et les conditions d'utilisation du service. Mais l'idée, c'est qu'après, ils puissent définir eux-mêmes leur mot de passe et pouvoir se connecter pour suivre les décisions d'orientation. Donc, comme l'expliquait Madame Bacle, dans les Yvelines, il y a 3 établissements qui sont notifiés, qui sont ciblés spécifiquement lors d'une décision d'orientation. Donc, les personnes vont directement retrouver les établissements ciblés dans leur dossier sur le module usager, mais ils pourront également rechercher d'autres établissements, puisqu'ils auront accès à l'annuaire des structures, et dans le respect de leur décision d'orientation, solliciter de façon dématérialisée d'autres établissements. Mais effectivement, dans le respect de leur décision d'orientation. Ils ne pourront pas aller chercher un établissement qui ne correspond pas à la décision d'orientation qui a été émise. Et ça, je pense que c'est important de le préciser aussi pour la suite. Et donc, ça suppose d'avoir une reconnaissance handicap auprès de la MDPH. Il faut une décision. Oui, il faut une décision d'orientation. Il y a eu une évaluation de leurs besoins de compensation.
Effectivement, on avait une demande d'orientation en établissement, on y a répondu, et c'est cette réponse qui va être cette notification de décision qui va être adressée à la fois à l'établissement, mais qui va leur être adressée avec le mot de passe pour accéder à leur compte. Donc toutes les personnes qui ont des pathologies handicapantes, mais pas à 80% par exemple, ne peuvent pas accéder en fait à cette liste. C'est pas le taux, c'est pas le taux de 80%. Les personnes avec un taux inférieur peuvent accéder à l'établissement vers lequel ils sont orientés. Ce que je veux dire, c'est que le listing, le fichier, l'annuaire est réservé en fait exclusivement aux personnes qui ont en situation de handicap, avec MDPH. une reconnaissance. Oui, tout à fait. Et on a des établissements, mais aussi des services. On a beaucoup parlé ce matin du maintien à domicile. On a vu qu'il y avait des bouquets de services, mais à ces bouquets de services, on pourrait aussi avoir des réponses du type de services d'accompagnement à la vie sociale, même des services d'accompagnement qui sont médicalisés, renseignés dans et qui vont contribuer à ce maintien à domicile. Donc, effectivement, on n'oppose pas du tout les prises en charge, mais ce sont, et en tout cas, il y aura cette consultation. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, une. Vous pouvez être plusieurs à lever la main en même temps. Donc, on a une question devant par madame, et on n'a plus personne pour faire tourner le micro. C'est moi qui le tiens. Donc, Madame de Bernard, également du département des Yvelines. Je voulais juste m'assurer que l'annuaire pour le via trajectoire personnes en situation de handicap avait également un module, je dirais, grand public. Et est-ce qu'il était accessible à n'importe quelle personne qui cherchait, ou est-ce qu'il fallait absolument déjà avoir un compte via sa notification? Il est déjà accessible. Chacun d'entre nous, on peut se connecter sur Via Trajectoire et consulter l'ensemble de l'annuaire national. Enfin, si on cherche un SAVS, on peut rechercher par critères kilométriques par rapport à une ville, et on a tous les services qui sont renseignés avec leur description. Effectivement, sur Via Trajectoire, quels que soient les modules sanitaires, grand âge ou handicap, l'annuaire est toujours disponible sans avoir de compte forcément, sans être connecté sur la page d'accueil. Quand vous tapez Via Trajectoire dans votre moteur de recherche, vous allez retrouver les différents annuaires. Alors les informations, quand vous n'êtes pas connecté, certaines informations ne sont pas visibles hors connexion. Je pense que si on reprend par exemple la partie handicap, puisque c'est une de celles qui nous intéresse aujourd'hui, la MDPH et les établissements, lorsqu'ils consultent l'annuaire en connecté, ont accès aux demandes qui sont en liste d'attente dans un établissement, dans des unités spécifiques de l'établissement. Quand vous le consultez en non connecté, vous n'avez pas cette information qui s'affiche. Vous avez cependant toutes les informations de contact et de description qui sont affichées. Et les directeurs d'établissement n'ont pas eu peur, au travers de cet annuaire, d'être assaillis de coups de téléphone? Je ne sais pas s'ils ont été assaillis. On peut les questionner, mais je ne pense pas, non. Par contre, ça a généré quand même une modification de pratique, et pour certains quand même un travail supplémentaire. Je pense notamment aux services qui reçoivent beaucoup d'orientation et qui, dans le cadre des bonnes pratiques, doivent se mettre à disposition des personnes, et ça a généré quand même un travail important. C'est vraiment un travail conséquent qui est de mise en place de cette base, parce que au-delà de l'annuaire, nous, ce sont 1800 notifications qui ont été importées en une fois, avec tous les aléas de gestion de ces notifications pour les établissements. On en est bien conscient. On a une personne, on a la chance, c'est d'avoir une personne qui est vraiment dédiée à la gestion de ça, parce qu'il faut vraiment une grande rigueur dans la gestion de cet outil, pouvoir répondre aux questionnements des établissements, pouvoir justement repérer, parce que forcément, quand on est sur des injections massives comme ça, on a forcément un taux d'erreur. Il y a eu des recherches, des doublons, des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important en termes de mise à jour de données, et c'est vraiment un travail méticuleux qui a été soutenu chez nous et en lien avec Cézanne. Donc vraiment un travail, c'est pas simple, mais bon, on est content, on a passé déjà un petit cap. Et oui, pas 1900, 19 000 importations. 19 000 importations, donc vous voyez... C'est pas la même chose. Et on attend aussi avec impatience la généralisation de Via Trajectoire, puisque nous, dans le département, nos orientations, les décisions d'orientation sont injectées dans
dans les établissements, mais pour le moment, l'ensemble des départements n'étant pas encore dotés de cet outil, les établissements peuvent avoir des personnes dans leurs établissements qui ont leur domicile de secours dans un département qui n'est pas encore outillé, et donc ça génère aussi une gestion supplémentaire pour l'établissement et une moindre visibilité pour nous sur les places disponibles, puisqu'on n'a pas encore, tout n'est pas encore calé à 100%. Mais vous parlez des départements qui ont décidé d'utiliser Via Trajectoire. Oui, je pense notamment au régions... 95. Le 95 est en vous ne cours parlez pas de... des 3 régions qui non, n'ont pas du tout. Non, je parle... Et puis, de toute façon, sur Via Trajectoire, je pense que tous les départements... Sur le module handicap, effectivement, tous les départements sur le territoire national ont fait le choix du même outil. Mais si plusieurs régions n'ont pas le même outil... non, mais tout le monde aura le même outil. Ah, oui, sur sur le handicap, il n'y a pas de souci, tout le monde aura le même outil. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on est encore en phase de déploiement. Donc, c'est vrai que des établissements sont confrontés aujourd'hui à cette difficulté de ne pas avoir encore toutes les notifications qui leur arrivent. Et donc, avec une gestion manuelle des dossiers. Et l'harmonisation parfaite, elle est à quelle échéance ? Elle est à échéance 2021. On a pris quelques mois de retard avec la crise sanitaire, mais effectivement, on a 3 départements qui sont en cours de déploiement, donc du coup, qui vont arriver sur Via Trajectoire et finaliser pour 2021. On prend une autre question dans le public ? Qui souhaite poser une question à nos intervenantes ? Pas beaucoup de questions, hein. Non, vous avez tout compris. Il n'y a pas eu nombre au tableau. Il n'y a pas une perspective qui vous manque. Il n'y a pas un témoignage que vous souhaitez apporter pour compléter ce qui a été dit. Ah, voilà. Alors, Mohamed Malki. Donc, vous ne prenez pas le micro. Oui. Je voulais juste m'assurer que donc, dans Via Trajectoire, vous avez intégré tous les services à domicile, les services autorisés. Et ma deuxième remarque... Pas les salles. Parce qu'il n'y a pas d'orientation. Pardon ? Sur le champ du handicap, je parle pour le champ du handicap, il n'y a pas d'orientation vers les SAD. Donc ces services-là n'ont pas été intégrés dans Via Trajectoire. Uniquement les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des orientations de la CDAPH. Et du côté grand âge, est-ce que tous les services à domicile sont répertoriés ? SIAD, SAD Les SIAD sont répertoriés, mais pour l'instant, et même là, nous avons fait au niveau national une demande d'admission SIAD, ce qui serait quand même une grande première en dehors de la prescription médicale SIAD. Mais pour l'instant, là aussi, il n'est pas déployé. Mais dans l'outil, dans l'annuaire, tous les SIAD de l'Île-de-France sont référencés. Et les SAD aussi. Mais il n'y a pas non plus, il n'y a pas d'orientation SAD, voilà, mais du conseil départemental. Oui, d'accord, mais on voit bien, et il ne le prenait pas mal, que cet outil-là, il a été quand même conçu plus du point de vue des professionnels qui gèrent les demandes diverses et variées. Mais si je prends par exemple côté établissement, toute l'offre résidence service senior, qui n'est pas du secteur médico-social, qui n'est pas autorisée, ne figure pas dans votre base de données. Alors même qu'elle propose une offre qui est assez semblable à celle des résidences autonomie, par exemple. Je ne sais pas... Je ne peux pas vous répondre sur cette question, je suis désolée. Parce que ce qui est référencé, c'est sûr, c'est les résidences autonomie, les ex-EHPAD. Elles sont autorisées. Si elles sont autorisées. C'est ça, vous avez que les établissements autorisés. Mais tout le secteur de résidence-service qui se développe de plus en plus et qui propose des offres d'accompagnement et d'hébergement à des personnes hors loi de 2002, donc hors autorisation, ne figure pas dans votre base de données. C'est bien ça. Ouais. Donc c'est pourquoi je fais la remarque que cet outil-là, il a été conçu dans une optique très médico-sociale et du point de vue des gestionnaires de ces services, et non pas vraiment du point de vue des usagers qui, eux, sont à la recherche de toutes les solutions qui existent sur le marché, qu'elles soient dans la loi de 2002 ou hors loi de 2002. Mais
outil est tout à fait évolutif. Pour l'instant, effectivement, nous avons fait le champ sanitaire et le champ médico-social, mais pourquoi pas déployer le champ. C'est ça la question. Au fond, mais ça, après, c'est une décision. Il faut bien commencer, de toute façon, il faut impulser les choses. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'il est évolutif au point un jour d'intégrer d'autres établissements? C'est peut-être pas vous aujourd'hui qui avez la réponse. C'est certainement pas moi qui ai la réponse, mais l'intérêt de cet outil, c'est que globalement, il y a effectivement des groupes utilisateurs, un club utilisateur et des groupes de travail qui sont donc pilotés selon une thématique au niveau national. Par exemple, l'Île-de-France a été pilote pour les soins palliatifs, les unités de soins palliatifs et le SIAD. Mais effectivement, il faut refaire une remontée au niveau donc de la région Rhône-Alpes et que les décisions soient partagées, parce que le déploiement demande un certain nombre de moyens, comme vous l'imaginez bien. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'on a encore une autre question dans la salle, peut-être la dernière, parce qu'après vous aurez passé votre tour, parce que s'il n'y a plus de questions, on va arrêter là. Non, pas de questions, pas de regrets. Mais écoutez, je vous propose de remercier nos 4 intervenantes et je vous propose de les applaudir. Merci à vous pour cette présentation. Je vous invite à sortir de la scène par la droite pour aller profiter du gel hydroalcoolique qui se trouve sur la table. Et vous pouvez, mesdames et messieurs, aller visiter un petit peu le salon. On se retrouve à 16h pour la conférence sur la robotique sociale. Merci.